Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Quelle est la situation des AESH aujourd'hui? Ce sont les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ils réclament plus de moyens pour pouvoir faire leur métier décemment. On en parle dès le début de l'émission. Ouvrir les portes de l'international grâce au baccalauréat américain, c'est ce que propose Academia Dual Diploma. Ce sera en deuxième partie d'émission. Et puis enfin, pour la dernière de la saison, Loïc Landreau nous fera un best-of de ces infos les plus croustillantes sur l'école d'avant. On a hâte bien sûr, mais tout de suite, on retrouve avec le même enthousiasme Mickaël Dorian pour un point sur l'actualité. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie. La première ministre Elisabeth Borne a présenté son nouveau gouvernement ce lundi après plusieurs jours d'échanges avec Emmanuel Macron. Certains ministres font leur retour. C'est le cas de Sarah El Haïry. Oui, l'ancienne secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement récupère en quelque sorte son poste laissé en mai dernier. Elle devient secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Autre nomination, celle de Carole Grandjean à un poste négligé lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, celui de ministre délégué chargé de l'enseignement professionnel. Le président de la République avait promis de placer la formation professionnelle au cœur de son deuxième mandat. C'est désormais acté avec cette nouvelle fonction du gouvernement Borne 2 annoncée ce lundi. On en sait davantage concernant la fuite des sujets du brevet de cette année. Une fuite confirmée par le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. En fin de semaine dernière, des photos des énoncés des épreuves ont été diffusées sur l'application de messagerie WhatsApp. Sur ces photos, on peut apercevoir quelques pages du sujet de sciences, mais aussi les 7 pages qui composent le sujet d'histoire, géo et d'éducation civique et morale. La fuite a été jugée suffisamment importante pour que ces sujets soient retirés et remplacés par des énoncés de secours, a fait savoir l'Éducation nationale. Une enquête administrative a été ouverte. Autre examen, celui du bac. Les résultats seront enfin disponibles demain. Demain, mardi, les résultats seront affichés à partir de 8h dans les établissements où les lycéens ont passé leurs épreuves. Les résultats pourront également être consultés en ligne sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Pour rappel, si votre moyenne est supérieure ou égale à 10 sur 20, vous aurez votre bac. Si en revanche, elle est comprise entre 8 et 9,99 sur 20, vous serez convoqué aux oraux de rattrapage qui auront lieu entre le 6 et le 8 juillet. Et en dessous de 8, vous n'aurez pas la possibilité de passer les oraux et le redoublement de votre année de terminale vous sera proposé. On termine avec les cahiers de vacances qui sont arrivés en librairie. Plus de 4 millions d'exemplaires sont vendus chaque année. Ce sont les élèves de primaire qui les utilisent le plus, en particulier les CE1 et les CE2. Et selon une étude menée par l'Institut de recherche sur l'éducation, si on compare les performances scolaires de juin et celles de septembre, les enfants qui terminent leur cahier de vacances ont de meilleurs résultats que ceux qui n'ont rien fait de l'été. Faut-il tout de même avoir terminé son cahier de vacances, ce qui arrive que dans 4 cas sur 10, figurez-vous Virginie. Est-ce que vous terminiez vos cahiers de vacances, vous? Pas sûr, non. Pas sûr. J'avoue. Et vous? Non plus. Voilà, on est là. Voilà, on fait... du coup, on est animateur de télé. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Mickaël. Quelles sont les revendications des AESH aujourd'hui, les accompagnants d'élèves en situation de handicap? C'est notre question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Magali Trarieux. Bonjour, vous êtes co-secrétaire du syndicat SNUIP 9-4, le 94, le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et des collèges. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'accueille également Clarisse Poussin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes AESH vous-même à Choisy-le-Roi depuis 4 ans, c'est ça? Depuis 2018, oui. Depuis 2018. Alors pour ceux qui nous regardent, j'aimerais déjà qu'on précise clairement ce qu'est une AESH, parce que dans les termes, AESH, donc accompagnant d'élèves en situation de handicap. Tout à fait. Mais ça veut dire quoi au quotidien? Au quotidien, c'est accompagner des élèves en situation de handicap à l'école, tout simplement, dans les actes, les gestes de la vie quotidienne. S'ils sont en fauteuil, il faut faire les déplacements. S'il faut les changer, ça dépend dans quel niveau on est. Et les aider dans leurs apprentissages. Reformuler, réexpliquer, manipuler du matériel et puis également les aider dans la sociabilisation. La sensibilisation, vous dites ça parce que c'est effectivement pour vous ce qui est le plus compliqué peut-être aujourd'hui, ou alors peut-être c'est vu de l'extérieur, ce sont les autres qui ont plus de mal? Tout à fait. Le regard des autres n'est pas toujours facile et c'est vrai qu'il faut leur apprendre à être bienveillants et à comprendre la différence. Et bon, ils y arrivent très bien.
sont très, très gentils entre eux, mais c'est vrai que l'élève qui est porteur de handicap n'aime pas avoir... déjà, n'est pas forcément heureux d'avoir un AESH à ses côtés plusieurs heures par jour. Il préfère être tout seul. Parce qu'elle regarde des copains. Parce que vous l'aidez quand même. Ah oui, mais... Elle regarde des copains qui est difficile. C'est ça, c'est que des fois, si tu pouvais rester au fond de la classe, tu viendras quand je t'appelle. Parce que comme ça, les copains, ils voient que je suis tout seul et que je me débrouille très bien. Au fond de vous, vous savez à quel point vous êtes utile, nécessaire, capital pour leur apprentissage et leur vie au quotidien. Mais qu'est-ce qui vous a donné au départ l'envie de faire ce métier? C'était il y a 4 ans seulement. Avant, vous faisiez quoi? Avant, j'étais assistante de direction. Ouais. Donc ça n'a absolument rien à voir. Vous en avez eu ras-le-bol, vous avez toujours envie de prendre soin des autres? On va dire qu'un changement de vie personnelle a fait qu'il a fallu que je rebondisse. Ouais. Et j'ai d'abord fait du soutien scolaire via la mairie à des enfants en grande difficulté. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est super de travailler avec les enfants. Et puis j'ai une collègue qui m'a parlé de ce travail et j'ai foncé en sachant qu'on était mal payé, que rien ne va. Mais j'adore ce que je fais, oui. Parce que tous les matins, je me dis que c'est une journée qui va être extraordinaire, pleine d'embûches. Mais après, quand je rentre le soir, il y a toujours un truc positif. Voilà. Alors c'est ça qui est magnifique dans tous ces métiers qui sont des vrais métiers de vocation, c'est qu'effectivement, tous les matins, vous savez pourquoi vous vous levez, mais au milieu de la journée, vous vous posez quand même ces questions qui sont terribles, celles que vous venez d'énoncer, c'est-à-dire semer d'embûches, on est mal payé, il y a un problème de reconnaissance, le métier est très difficile. J'aimerais qu'on en parle de cette situation-là, justement, pour les AESH. Je connais beaucoup de familles, d'autant plus depuis que j'anime effectivement une émission sur l'école, qui me disent « je t'en supplie, aide-moi, je t'en supplie, je n'y arrive pas, c'est l'enfer, je n'arrive pas à trouver d'AESH, mon fils n'y arrive pas, ma fille, etc. » C'est très compliqué. Pourquoi aujourd'hui c'est si compliqué, Magali Trarieux, de pouvoir trouver une AESH? Alors c'est très compliqué parce que, comme le disait Clarisse, le salaire n'est pas attractif. Et pourquoi ça? Déjà, parlons du salaire. Alors tout d'abord parce que nos collègues AESH ne sont pas des fonctionnaires de l'éducation nationale, donc sont sous contrat, donc ce sont des contractuels de l'éducation nationale dont le temps de travail n'est pas un temps complet. De fait, ce sont des temps partiels imposés. Normalement, quand on est fonctionnaire, on peut choisir selon nos besoins. Et nous demandons des temps partiels. Nos collègues AESH sont recrutés sous des contrats précaires et très précaires d'ailleurs, à temps partiel. Dans notre département, la quotité horaire est de 57% du SMIC, c'est-à-dire 21 heures par semaine en accompagnement de nos élèves. 21 heures par semaine, ce qui équivaut à peu près à 45 heures, 50 heures moralement, psychologiquement et affectivement. C'est-à-dire qu'en fait, en surcharge émotionnelle, c'est énorme, on est d'accord? Oui, mais si encore on s'arrêtait juste à ce travail-là, mais non. Moi, je perçois 57% du SMIC, je perçois 738 € net via mon travail d'AESH. Donc à côté, je fais les cantines et l'étude. Et donc, je fais 35 heures par semaine et j'ai 900 € net à la fin du mois. 900 € net pour permettre à des enfants en situation de handicap de pouvoir avoir une vie décente et un apprentissage correct au quotidien. On peut comprendre que ça hurle. Vous faites en permanence des lettres, des articles, des pétitions. Est-ce que vous êtes entendu par le gouvernement? Qu'est-ce qui se passe? Qui réagit? Alors, qui réagit? Eh bien, ça, c'est très, très lent. En fait, au niveau départemental, nous avons eu quelques victoires là dernièrement, notamment envisager de passer à 24 heures d'accompagnement par semaine, ce qui correspondrait au temps de présence de nos élèves dans les écoles élémentaires et maternelles, une très légère augmentation du salaire, mais au niveau académique ou ministériel, pour l'instant, le blocage est complet. Monsieur le nouveau ministre de l'Éducation nationale a laissé entendre, nous en parlerons peut-être plus tard... Il a plus que laissé entendre, il a vraiment évoqué le sujet, non? Il a évoqué effectivement dans la circulaire de rentrée qui est parue le 29 juin, il évoque effectivement je mettrai entre guillemets, revalorisation du salaire des AESH et également la prise en compte de différents temps de travail au sein de l'école, dont les temps périscolaires. Mais là, on parle de temps, on parle du nombre d'heures. Est-ce que ce n'est pas tout simplement le taux horaire sur lequel il faut rediscuter et travailler? Parce qu'en fait, faire 21 heures ou plus, tant mieux, évidemment c'est mieux. Mais le taux horaire est quand même extrêmement bas. Pourquoi? Exactement. Parce que, encore une fois, nos collègues AESH ne sont pas recrutés sous le statut de fonctionnaire, alors que leur mission, leur métier correspond à une mission de service public. Donc, ce qui veut dire que les AESH, pour l'instant,
ne bénéficient pas d'un recrutement qui soit, on va dire, harmonisé et une formation qui soit qualifiante, donc une formation tout au long de leur carrière, avec justement des formations spécifiques selon le type de handicap d'élèves qu'elles accompagnent ou qu'ils accompagnent. Et du coup, c'est un métier qui est sous-évalué et qui ne permet pas... Alors, non seulement sous-évalué, mais en plus, il n'existe pas au sein de l'éducation nationale. C'est ça, vous dépendez des MDPH. Comment ça se passe, en fait? Vous dépendez de qui? On dépend du ministère de l'Éducation nationale. Mais pas reconnu, en revanche, vous me dites. De l'académie. Vous dépendez, mais vous n'êtes pas reconnu? Ah non. Pas du tout. De fait, il n'existe pas encore, on va dire, de fiches de poste comme telles. Alors, il y a quelques missions énoncées dans les circulaires, mais rien par rapport notamment aux obligations réglementaires de service, donc, qui implique en fait, quand nous, fonctionnaires de l'État, sommes payés, nous sommes payés évidemment devant élèves 24 heures, mais tout notre temps de préparation, de réunion est réglementé et pris en compte dans notre salaire. Pour les AESH, que nous sommes en train de travailler au niveau de la FSU et du syndicat du SNUPP et FSU, sur justement toutes ces tâches dont Clarisse aurait bien parlé, je pense, qui font partie justement du métier d'AESH et qui leur permet leur permettrait, si leur professionnalité était reconnue, si elles étaient formées à hauteur des enjeux de l'école inclusive et des besoins des élèves, justement en tant que fonctionnaires. Et d'avoir un salaire digne de notre travail. Un salaire décent. Les tâches, vous pouvez les énumérer, puisqu'on en parle autant. Les tâches en sous-marin Eh bien, se former tout seul. Normalement, on a une formation obligatoire de 60 heures à l'embauche. Eh bien, je l'ai eue là, le mois dernier. Mais pourquoi? À force de revendiquer le droit à cette formation, j'ai eu tout d'un coup. Mais vous avez mis 4 ans pour l'avoir, cette formation? Oui. Et pourquoi si tard? Pourquoi si longtemps? Parce que, alors un coup c'est à cause du Covid, un coup c'est parce qu'il n'y a pas de personnel pour former. Enfin, il y a toujours plein de raisons. Donc j'ai mis 4 ans pour obtenir cette formation de 60 heures obligatoire dans les 3 mois de l'embauche. D'accord. Donc on se forme tout seul. Si on aime son travail, on se forme tout seul. Et puis à la maison, on fabrique du matériel adapté pour nos élèves parce qu'il n'y a pas de banque de matériel. Donc tout est dans sa tête et on fabrique et on adapte. Matériel adapté en plus parce que c'est quand même un matériel en fonction de chaque élève. Oui. Et donc en fait, chaque élève n'a évidemment pas la même chose. On n'est pas là en train de parler de dyslexie ou dysprasie, etc., qui sont des formes déjà bien référencées. On parle effectivement de situation de handicap. Donc en fait, on est d'accord, élève est unique, voilà. Et donc, vous rivalisez en permanence, vous défiez votre esprit en permanence. On fabrique des trucs super. Après, comme quoi, par exemple? Les instituteurs les reprennent. Par exemple, moi, en plus, on n'a pas de moyens. Donc, avec une couverture de cahier, faire des trous pour que l'élève, en fait, arrive juste à lire la ligne sur laquelle il a à répondre à une question. Comme l'encart, lorsqu'on on va voter, on signe. Voilà, exactement. Mais moi, je fais ça avec des protège-cahiers, vous voyez. D'accord. Fabriquer des tables de multiplication qui soient sympathiques à utiliser. Parce que l'élève, il ne connaît pas ses tables et qu'il les apprendra jamais. Mais c'est pas grave, il peut quand même faire une multiplication. Voilà, c'est tout faire sur le mode jeu. Enfin, moi, c'est comme ça que je raisonne. Moi. Alors, ma question initiale, c'est de dire qu'on manque cruellement d'AESH. La première réponse que vous m'avez donnée, c'est évidemment la question des salaires. Tout à fait. Deuxième raison, les conditions de travail, donc qui sont dégradées depuis la mise en place. Alors, de la mutualisation, c'est-à-dire face au manque d'AESH, donc de personnel, pour couvrir toutes les notifications de la maison départementale, enfin de la MDPH, Maison départementale du handicap. L'administration, du coup, on ne trouve rien de mieux que de ne pas partir des besoins des élèves, qui sont pourtant notifiés par une équipe pluridisciplinaire de professionnels qui dit cet élève a besoin d'accompagnement pendant 20 heures ou pendant 15 heures. On est d'accord que c'est la maison départementale des personnes en situation de handicap qui définit tout à fait. À partir d'un document qui s'appelle le GEVASCO, qui est travaillé tout d'abord au sein de l'école, en présence des familles, en présence des enseignants qui connaissent bien l'élève, de l'AESH, de la psychologue scolaire lorsque nous en avons dans les écoles, du médecin scolaire, pareil, lorsqu'il y a médecin scolaire. Donc voilà, c'est toute une évaluation très professionnelle basée sur les besoins réels de l'élève. Et donc face à la pénurie
une logique comptable s'est mise en place où, du coup, la mutualisation, qui maintenant s'appelle PIAL, donc c'est encore un acronyme Pôle inclusif d'accompagnement localisé, permet, du coup, de réduire le temps d'accompagnement des élèves pour qu'un ou une AESH puisse accompagner 2, 3, voire 4, voire plusieurs élèves dans la semaine sur les 21 heures de travail. Mais tout dépend de la situation en fait, de l'enfant, j'imagine. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant qui est dans une situation de handicap quand même très lourde, bien entendu qu'il aura besoin d'avoir une AESH complète à ses côtés. Malheureusement, ça n'est pas le cas, très rarement le cas. Peut-être que les familles étant les plus, on va dire, proches des codes de l'école et également des codes de relation avec la MDPH, avec le droit en réalité, peut faire valoir ce droit-là au travers d'insistance au moment des réunions ou bien de mise en demeure de la direction académique. Le reste du temps, les familles sont mises plutôt à l'écart et ne connaissent pas réellement les conditions d'accompagnement de leurs enfants. Non. Et donc, le droit qui est précisé dans la loi de 2005 n'est pas respecté. Donc, nous avons beaucoup d'élèves. Je pense que ma collègue saura en parler. Moi, j'ai accompagné un élève autiste Asperger pendant 4 ans. Oui. Il a déménagé, là. Il n'a pas eu d'AESH tout le premier trimestre. Et là, il en a une 2 jours par semaine, 2 jours sur 4. Parce que clairement, le département n'a pas pu. Non, mais il n'y en a toujours pas. Est-ce que je peux présupposer de la troisième raison, et qui est qu'effectivement, il y a un problème de reconnaissance. C'est-à-dire qu'à un moment, si on est mal payé, qu'on ne se rend pas compte de l'importance des AESH et l'importance du boulot fait et de la manière en plus dont vous exercez, évidemment, je comprends qu'on se pose la question, enfin, j'espère que vous ne quitterez pas le métier, mais on se pose la question de savoir effectivement pourquoi on continue d'être là, même si on a envie de sauver ses enfants, de les aider et d'être là au quotidien. Tout à fait. C'est super difficile, oui. Alors, par exemple, donc nous avons des CDD de contrat à durée déterminée. Voilà, de 3 ans, renouvelables une fois. Donc là, j'ai reçu. Vous l'avez signé ou pas? J'ai reçu mon renouvellement et j'ai longuement hésité. Je l'ai signé là il y a mercredi dernier. Et ne me dites pas que vous regrettez, parce que vous avez les yeux d'une femme qui regrette. Non, je regrette pas, mais à un moment, je suis usée aussi, quoi. Et je me dis que, ils ne sont pas accompagnés à la hauteur de ce qu'ils méritent, et ça me tue. Voilà. Oui, bien sûr. Mais chaque matin, je les lâche pas. Vous vous réveillez quand même et vous vous dites non, je serai là pour lui, je serai là pour elle. Oui. Et je vais aider jusqu'au bout. Est-ce que les parents ont conscience Est-ce que les parents ont conscience à quel point? Non, pas tous. Et pourquoi, selon vous? Parce qu'ils sont déjà usés, c'est déjà très pénible pour eux, la situation est très lourde. C'est délicat déjà. Un parent qui doit accepter le handicap de son enfant, c'est très compliqué. Donc après, il va accepter ou pas l'accompagnement. Au même titre qu'avec l'instituteur aussi, c'est pas toujours évident non plus. Eh bien non, bien sûr. La place est très difficile. Évidemment, à trouver, se pose justement la formation des profs. Voilà. Oui. Aussi, mais également, de fait, il y a un éloignement des parents, des familles de l'école. Et donc, vous parliez tout à l'heure de la reconnaissance des AESH. Oui. Figurez-vous que dans la circulaire déjà de juin 2019, qui avait été rédigée par M. Blanquer, on va dire que sur le papier, la reconnaissance des AESH, leur place dans l'équipe éducative, leur place dans les réunions de pré-rentrée, qui étaient supposées présenter l'AESH, discuter avec la famille, en présence évidemment toujours de l'enseignant ou de la direction d'école, qui sont les responsables de l'enseignement, en accompagnement avec l'AESH. Ces réunions, en fait, tout ce qui est écrit sur le papier, qui nous semblait plutôt positif dans un pas vers la reconnaissance des AESH, n'est absolument pas mis en place, ni même les formations communes de 2 heures avec enseignants, l'équipe, donc finalement le binôme d'enseignants et AESH. Parce que vous êtes constamment, pour ceux qui nous regardent, vous êtes constamment dans la classe en fait. Évidemment, aux côtés de l'enseignant. Ce n'est pas vous qui enseignez, mais vous aidez effectivement l'élève à pouvoir justement suivre l'apprentissage. Donc, se crée forcément un binôme. Voilà, réexpliquer quand fatalement. Et nous n'avons pas de... Et donc, pour vous, c'est quoi? C'est encore des mots politiques? C'est des beaux parleurs? C'est encore, effectivement, voilà, des belles paroles, des mots, de grands mots qui, par rapport à une ambition qui est affichée, de même, par exemple, la mission autisme de Madame Macron. Donc, c'était des ambitions affichées, mais qui, concrètement, ne bénéficient pas des budgets, des moyens, et surtout de l'ambition de créer un corps de fonction publique pour les AESH au sein de l'éducation nationale. Mais des enfants qui sont en situation de handicap, finalement, il y en a toujours eu depuis toujours. Et aujourd'hui, on en parle davantage. Parce qu'effectivement, des lois ou des circulaires ont été promulguées, mais aussi parce que quoi? Parce que justement se pose la réalité de ce manque cruel d'accompagnement.
Tout à fait. Ce manque cruel et des parents qui sont peut-être davantage visibles, qui se rendent visibles. Je ne sais pas, il y a quelques mois, des parents d'élèves en situation de handicap avaient réalisé une petite vidéo très très poignante qui avait été diffusée sur Instagram, je crois, vraiment poignante sur la réalité, c'est-à-dire qu'ils s'étaient organisés en collectif sur la réalité de leur quotidien. Il faut savoir que beaucoup de parents doivent laisser de côté leur vie professionnelle pour pouvoir pallier au manque d'accompagnement de leurs enfants, puisque ces enfants sont déscolarisés, faute d'AESH. Et vous parliez tout à l'heure, la question initiale était pourquoi les parents cherchent désespérément. C'est quand même assez grave quand on sait que l'État et l'éducation nationale prônent la réussite de toutes et tous les élèves au sein de l'école. Ils ont promis 4000 nouveaux postes quand même à la rentrée. Mais cela ne correspond absolument pas aux besoins réels sur le terrain. Mais justement, ces parents se trouvent face à un manque cruel d'AESH et de communication avec ne serait-ce que la direction académique. Comme dans d'autres secteurs de l'éducation nationale, on leur donne des numéros verts. Donc moi, j'accompagne au sein de mon syndicat et les AESH et également des associations de parents d'élèves qui me disent « mais on a appelé ce numéro vert à la rentrée. Le numéro vert, on l'a tous fait 20 fois. On nous a dit « mais non, mais madame, arrêtez de nous appeler. Arrêtez de nous appeler, nous n'avons pas de réponse à vous donner. » Donc c'est un désespoir et les parents en arrivent à coller des affiches devant les écoles ou à comment dit-on, démarcher des AESH. Bien sûr. Oui, je reçois pour les recruter. Une offre d'emploi d'AESH privé. Voilà, c'est ça. On arrive maintenant, c'est ce que j'allais dire, on arrive à des offres privées finalement, en se disant... Elles sont intéressantes. Hein. Ben oui, j'imagine. Et à la fois financièrement et aussi pour la reconnaissance, parce que finalement, on se dit peut-être que ce serait plus simple, non ? Ce serait très bien, oui. Là, j'en ai reçu une pour Paris-Gare de Lyon, 1 480 € net par mois, 20 heures d'accompagnement. Et alors vous devez signer le CDD, donc non, parce que je refuse que les enfants dont les parents ont les moyens soient accompagnés, pas les autres. Donc non. C'est pour ça que je travaille en REP aussi. Alors je pense que ceux qui le font, c'est pas tant de se dire on a les moyens, on se permet, c'est qu'en fait ils aimeraient que tout le monde soit au même niveau, sauf qu'évidemment, ils essaient de tout faire pour pouvoir aider leurs enfants. Je ne veux pas être l'avocate de tout le monde, mais quand même. Si juste on prend un tout petit peu de hauteur par rapport à cela, j'ai l'impression que cette situation des AESH, c'est un peu la situation de l'école de manière générale. Et la crise de recrutement que l'on voit au sein, effectivement, des enfants qui sont en situation de handicap, donc qui ont besoin justement de cet accompagnement, eh bien on voit qu'il y a un problème de professeurs de mathématiques qui ont tous... pris la tangente aussi, qui ont déserté. Les professeurs d'histoire qui sont terrifiés, qui n'arrivent plus à enseigner de manière générale certaines périodes de l'histoire. On a une vraie crise de la profession. Comment vous ressentez ça, vous, notamment dans le 94, que vous représentez si bien avec vos petits écussons toutes les deux? Comment ça se passe? C'est terrible, effectivement, la crise du recrutement. Bon, cette année, c'est pire que tout. Justement, on a un chiffre dans le Val-de-Marne par rapport aux élèves non accompagnés. C'est 27% de nos élèves qui ne sont pas accompagnés, ni même à hauteur de la notification. Eh bien, sachez qu'au niveau du recrutement des futurs enseignants stagiaires, c'est seulement un tiers des postes qui étaient présentés au concours qui ont été pourvus. Donc, à peine 30% des postes qui étaient prévus pour des recrutements sont pourvus à la rentrée. Donc, nous avons accueilli d'ailleurs ce matin à Créteil, dans le Val-de-Marne, à peu près 120 étudiants stagiaires qui feront la rentrée et qui ne correspondent absolument pas aux besoins, et ni même aux chiffres. L'année dernière, nous étions à peu près à 200 étudiants stagiaires, donc on a perdu un bon nombre, et on se retrouve face à une rentrée qui va être complètement incohérente avec les promesses du ministère d'avoir un enseignant face à une classe, et donc à un recours accru à des contractuels. Donc à des personnes, vous avez vu sûrement dans l'académie voisine de Versailles, le job dating. Job dating, oui. Voilà, l'académie de Créteil n'a pas eu recours à cela, mais cependant... Vous pensez que ça aurait été bien? Non, nous sommes complètement opposés à ce genre de mesures. Puisque le job dating, par définition, ne permet pas de recruter des collègues sur un niveau de formation, enfin en tout cas de diplôme, et encore moins derrière garantit une formation qui permettent aux collègues... Enfin, on n'est pas en train de recruter, en fait, je ne sais pas, enfin... Est-ce que c'est l'enseignement, c'est un métier qui s'apprend. Est-ce que c'est pas le terme qui choque, job dating, en se disant ça va être vraiment des enseignants qui arrivent un peu comme ça? Ou alors, est-ce que ce sont des personnes qualifiées qui, quand même, malgré tout, pourraient
peut-être pallier au manque. Non, mais Alors, je pose la question, je ne juge pas, hein, mais qui pourrait pallier au manque effectivement de professeurs et donc face à une classe vide, se dire à un moment. Se dire, comblons le vide, effectivement, mais derrière ce job dating, il n'y a aucune formation qualifiante qui soit prévue. Je crois qu'on leur a parlé de quelques jours de formation de pré-rentrée. Effectivement, on a vu... Comme si moi, je m'improvisais enseignante. Quoi. Exactement, parce que vous avez un bac +5, vous avez travaillé dans une grande entreprise et vous souhaitez à un moment donné vous reconvertir et vous dites, les enfants, c'est important, c'est bien. Nous, ce qu'on demande, et d'ailleurs, nous étions devant le ministère au mois de début juin, le 15 juin, je crois d'ailleurs, devant le ministère en délégation avec des parents d'élèves de différentes communes de notre département. Nous, ce que nous demandions pour le recrutement, c'était un concours exceptionnel, niveau licence, avec une garantie que les collègues qui soient recrutés sur ce concours exceptionnel soient formés sur 2 ans pour avoir un niveau équivalent à un Master 2. Parce qu'on ne s'improvise pas enseignant. En fait, enseigner, alors vous disiez, c'est une vocation, mais c'est avant tout un métier. Une formation, c'est un métier qui s'apprend et de fait qui s'apprend au quotidien au travers d'une formation continue sur toute la carrière. Et ça n'est absolument plus le cas. J'aimerais, avant qu'on rende l'antenne, juste vous demander des nouvelles d'une AESH qui était venue sur ce plateau, Foulématou Youla. Comment va-t-elle? Est-ce que, du coup, elle était menacée d'expulsion? Est-ce qu'elle est encore là? Ça y est? Elle est toujours là. Enfin, elle reste là. Elle a signé son renouvellement de contrat. Comment ça s'est passé pour elle? C'est une extrémiste? Ça a été très compliqué, très long. Elle a été reçue il y a 15 jours, je crois, à la sous-préfecture qui lui avait notifié son obligation de quitter le territoire. Elle a un récépissé et l'administration, la direction académique a renouvelé son contrat, effectivement, puisque notre collègue fait comme toutes les AESH un travail de qualité, malgré les conditions déplorables dans lesquelles elle travaille. Donc elle a été renouvelée. Nous en sommes très contentes par la mobilisation des parents d'élèves, des équipes enseignantes, des associations, des syndicats et en général du public qui a été très sensible à sa situation. J'espère que cette émission va être vue par le plus grand nombre. Oui, dites-moi un petit mot. Préciser quelque chose. Les PIAL nous obligent à travailler sur 5 à 20 établissements différents. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que sur les 21 heures de travail... Oui. Voilà, c'est très très important. 21 heures de travail, vous devez travailler sur 4 ou 5 établissements et donc en fait les trajets sont pris en compte? Pas du tout, évidemment. Si, mais c'est de l'accompagnement en moins pour les élèves, évidemment. Mais est-ce que vos trajets sont payés? Parce que 4 ou 5 établissements, comment vous faites pour vous déplacer? Avec nos petites jambes ou notre petite voiture et notre petit carburant qu'on paye avec nos petits sous. Avec 700 euros par mois. Donc entre 5 et 20 établissements. J'ai un collègue en lycée, il a 20 établissements. Il a calculé, ça fait 20 minutes d'accompagnement par semaine. Mais ça veut dire qu'il n'y a aucune continuité dans ce qu'il fait avec chaque élève? C'est pour ça on ment aux parents. Enfin, c'est mon côté révolutionnaire. Révolutionnaire, non, tout simplement, c'est la réalité, en fait. On dit aux parents, vos enfants sont accompagnés. Allez, ça y est, vous avez un papier MDPH. Ça y est, vous allez avoir quelqu'un qui va s'occuper de votre enfant. Super, les parents, ils sont trop contents. Il n'y a personne. Et il n'y a aucune continuité. Et en plus, pour un enfant qui est en situation de handicap, c'était extrêmement compliqué déjà de pouvoir suivre un cursus scolaire quand même classique. Et en plus, se dire, tiens, aujourd'hui, alors c'est Ghislaine, demain c'est Valérie, maintenant c'est Jean-Pierre, maintenant c'est personne. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est très déstabilisant pour lui. Dans l'école où je travaille, l'année dernière, on était 7. Cette année, on est 3,5. C'est fou. Et l'année prochaine, on sera 1,5. On calculait ça tout à l'heure en venant. C'est fou. Et de fait, dans notre demande d'école plus inclusive, la demande effectivement du statut de fonctionnaire pour les AESH passe forcément par un temps complet, mais un temps devant élève, plus toutes les heures de préparation, de formation des collègues. Compris, évidemment. Et sûrement pas par la proposition que porte, semblerait-il, le gouvernement de faire travailler les collègues sur les temps extrascolaires. Laissons une chance au ministre Pap Ndiaye de faire preuve d'efficacité. Vous avez parlé des 4000 embauches d'AESH. C'est pour toute la France. Donc nous sommes 129 000 AESH en France. Dans le 94, il y a 1500 élèves notifiés MDPH qui n'ont pas d'accompagnant. Donc, même si on prenait... On est loin du compte. Si on prenait un quart des 4000 nouveaux AESH,
on comblerait même pas le Val-de-Marne, quoi. Non, même pas. Voilà. Donc, Bon, écoutez pas cette réalité absolument épouvantable, mais heureusement que vous êtes là pour en parler. Heureusement qu'on est là aussi, School TV, pour éveiller les consciences. J'espère que il y aura beaucoup de spectateurs et spectatrices qui verront cette émission pour pouvoir hurler un bon coup et dire stop. Voilà. Et merci beaucoup à vous d'avoir été là, Magali Trarieux. Je rappelle que vous êtes co-secrétaire du syndicat, le SNIP du 94. Et merci beaucoup à vous, Clarisse Poussin. Vous êtes donc AESH depuis 2018 à Choisy-le-Roi. Ne quittez pas le métier, hein, Clarisse. Tenez bon, hein. Tenez bon. Je lâche rien. Ne lâchez rien. Oh non, surtout, je lâche rien. attention, les femmes sont là encore pour pouvoir faire changer les choses. Attention. 6 mois de grève. Hein. Merci. On marque une courte pause et on revient dans un instant. Merci à vous. Ils sont 801 élèves de terminale à avoir obtenu le US High School Diploma. Je vais essayer d'avoir l'accent pour le faire. Ce qui équivaut au baccalauréat américain. Un double diplôme passé à distance avec le principal groupe scolaire américain d'école charter, Academia. Et justement, pour en parler, Chantal Thierino-Martel, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir sur le plateau du Grand JT. Merci de nous avoir. Vous êtes la présidente de DJ Academy. Merci d'être là. À vos côtés, Elisabeth de Monlivaud. Je l'exprime bien, ça va? C'est parfait. Je ne l'écorche pas. Bonjour et merci d'être là. Vous êtes la directrice générale donc, de DJ Academy. Alors concrètement, est-ce que je l'ai bien dit déjà? Le US High School Diploma, est-ce que c'est comme ça qu'on va le dire? Vous l'avez parfaitement dit, peut-être même mieux que nous et peut-être aussi bien que nos élèves. C'est gentil, c'est gentil. Qu'est-ce que représente le diplôme exactement? Racontez-nous. Alors, nous sommes adossés au principal groupe américain, qui n'est pas Academia, mais qui est Academica. Academica, qui est donc le principal groupe américain d'écoles charter. Les écoles charter ont été instaurées il y a environ 35 ans sous la présidence de Bush père. L'objectif était de hisser vers le haut le niveau d'éducation publique américaine, qui vraiment en avait bien besoin. Donc le législateur a créé les charter schools, qui sont à mi-chemin entre le public et le privé, qui sont en fait des écoles publiques gérées par des groupes privés. En l'occurrence, Academica est le principal groupe d'écoles charter, 200 établissements, 150 000 élèves, 5 500 professeurs. Et les écoles charter ont une certaine liberté dans la façon de dispenser la pédagogie, ce qui nous donne une vraie liberté pour être des viviers d'innovation pédagogique et notamment dans la pédagogie digitale. Et alors, vous avez voulu importer cette idée parce que vous-même, vous avez fait vos études aux États-Unis, parce que vous avez évidemment pris... Mes enfants étaient scolarisés dans l'un des établissements de Academica. Ouais. Et aux États-Unis, quand on fait partie du board bénévole d'une école, on est presque très impliqué dans l'établissement. Et mes enfants étaient précisément scolarisés dans l'établissement où Academica a vraiment testé ce modèle que nous dispensons aujourd'hui de double diplôme, c'est-à-dire que l'établissement où étaient mes enfants était un établissement 100% américain. Donc, au terme de leurs années lycée, les élèves y obtiennent leur American High School Diploma. Mais c'était un établissement également homologué à l'AEFE, l'Agence de l'enseignement pour le français à l'étranger, ouais. Donc au même titre que les 532 lycées français à l'étranger, donc centre d'examen du bac. Donc les élèves scolarisés dans ce cursus obtenaient 2 diplômes, ce qui nous a donné un vrai savoir-faire dans le fait de dispenser un double diplôme. Et d'autre part, les élèves aux États-Unis doivent suivre l'une de leurs matières en digital, les lycéens, tous les lycéens. Donc les établissements ont été obligés de trouver des vraies innovations pédagogiques pour répondre, et notamment nous, pour scolariser en digital un potentiel de 150 000 élèves. Donc nous avons développé au sein du groupe un pool de professeurs qui sont devenus vraiment des experts de pédagogie digitale. Et fort de cette double expérience, donc double cursus dans l'un des établissements qui est peut-être le plus petit du groupe scolaire Academica, tout petit établissement basé à Miami en Floride. Il y a beaucoup de Français.
Beaucoup de Français, une grosse. J'ai vu que vous aviez beaucoup de Français, notamment Charlie Nestor, que vous aviez la semaine dernière. Une communauté très vivante, très dynamique, mais soucieuse aussi de maintenir un lien avec la France. Bien sûr. Donc, scolarisés dans ce petit établissement avec des parents très impliqués et notamment des associations de parents d'élèves. Mais nous avons vraiment bénéficié de tout ce savoir-faire, de toute la force de ce groupe scolaire et donc de ce pool de professeurs qui a été créé, qui sont vraiment des experts tellement bons qu'ils arrivent à faire vraiment transcender l'écran, oublier l'écran pour enseigner aux élèves aux États-Unis et aux élèves maintenant hors sol français. Voilà, justement. Donc là, on parle des États-Unis. Alors, ce qui nous intéresse, évidemment, bien sûr, l'étranger nous intéresse, mais ce qui se passe ici, en l'occurrence, est passionnant parce qu'effectivement, beaucoup de petits Français vont à l'école, tentent d'apprendre l'anglais. Bon, on est d'accord que le niveau d'anglais en France n'est quand même pas extraordinaire, même quand ils choisissent une option anglais à l'école. Alors, beaucoup d'élèves, effectivement, choisissent l'option internationale. Nous, ce double diplôme leur permet justement d'acquérir bilinguisme et biculturalisme. Donc, nous avons démarré ce programme en France il y a maintenant 6 ans. Voilà, on a commencé avec 2 écoles pilotes qui étaient basées, c'était Passy-Buzenval à Rueil-Malmaison et Tivoli à Bordeaux. D'accord. Voilà, Saint-Joseph de Tivoli à Bordeaux. Et nous avons aujourd'hui, à la rentrée, nous aurons 110 établissements, 113 établissements partenaires et plus de 8000 élèves qui vont suivre ce double diplôme, justement, et qui vont leur permettre d'acquérir bilinguisme et biculturalisme. Alors, la particularité de nos élèves, en fait, c'est qu'ils ne font pas forcément ce double diplôme pour aller étudier aux États-Unis. Certains de nos élèves, bien évidemment, vont y aller, bien sûr, mais la majorité le font pour le côté biculturel et bilingue que ça va leur apporter. Mais alors biculturel parce qu'ils aiment effectivement la culture américaine ou british, parce qu'ils ont envie aussi, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est extrêmement nécessaire pour leur futur, c'est-à-dire n'importe quelle entrée dans une société, ils ont besoin de toute façon d'être bilingues. Quoi qu'il arrive. Donc, le biculturalisme et effectivement le bilinguisme leur est nécessaire dans les 2 cas ? Oui, c'est nécessaire parce qu'effectivement, aujourd'hui, tous les élèves ont besoin de savoir, enfin, tout le monde a besoin de savoir parler anglais, en fait, pour ses études supérieures, pour son travail après. Donc, Chantal, tu veux répondre à... Alors, je dirais que notre objectif personnel, c'est non seulement que nos élèves soient biculturels, mais qu'ils rêvent en anglais, c'est-à-dire qu'ils parlent anglais sans même s'en rendre compte. Mais peut-être il faut vous expliquer comment ça marche. Voilà, justement, c'est là où j'allais venir. Justement, à quel moment ça démarre ? À quel moment les élèves, en fait, prennent le pli de... Alors, les élèves ont la possibilité de commencer le programme à partir de la 3e ou de la 2e. Voilà, le programme peut se suivre en 4 ans, 3 ans ou 2 ans exceptionnellement. Donc, la majorité de nos élèves le commencent en 3e ou en 2e. Et durant ces 3 ans ou 4 ans, les élèves vont suivre avec nous 6 crédits. Alors, on va vite vous faire un petit rapport sur comment on passe le High School Diploma aux États-Unis. Les élèves doivent passer 24 crédits durant leur lycée, durant leurs 4 années de lycée qui démarrent en fait à notre niveau de 3e. Et grâce à des accords avec le consulat français, 18 des 24 crédits vont être validés par le cursus français. C'est-à-dire que les élèves ne vont pas réétudier toutes les matières. Les élèves n'ont pas besoin de réétudier les mathématiques, n'ont pas besoin d'étudier certains crédits d'anglais. Une fois que l'une est validée, c'est bon. Voilà, donc 18 crédits sont validés par la scolarité française et les élèves vont suivre avec nous 6 crédits. Et donc, ils vont suivre 2 crédits d'anglais, un crédit d'histoire des États-Unis, un crédit gouvernement et économie, et ils vont avoir le choix de 2 électifs qui sont des matières qui sont un peu différentes de ce qui est étudié en France, puisqu'on va leur donner la possibilité d'étudier des matières comme psychologie, comme criminologie, comme digital photographie, comme global studies, comme live management skills, ou college prep, qui est l'électif pour les élèves qui souhaitent étudier aux États-Unis, qui va leur permettre de préparer l'examen des universités de ces électifs de SAT ou ACT. D'accord, ok. Et alors dans ces cas-là, c'est quoi ? C'est les familles, les élèves ou les établissements qui proposent justement ce programme ? Alors, dans le cadre d'un établissement partenaire, c'est le chef d'établissement qui devient partenaire et qui propose à ses familles de s'inscrire dans ce cursus. C'est optionnel. C'est tout à fait optionnel et je dirais que c'est extra-curriculaire. C'est une activité qui se passe en grande partie en autonomie, qui est l'une des grandes notions de la pédagogie américaine. Il faut savoir que la pédagogie américaine est une pédagogie différenciée, c'est-à-dire que chaque élève, physiquement aux États-Unis, mais également dans notre cursus,
entre dans son cours au niveau où il en est. Donc il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, mais chaque élève est positionné à son juste niveau. Donc tous nos élèves passent un test, les élèves qui décident de s'inscrire. Donc dans le cadre d'établissements partenaires, le chef d'établissement organise une réunion, propose à ses familles d'y assister. Et nous sommes toujours, nous insistons toujours sur le fait que souvent c'est un cursus qui peut plaire aux parents, mais il faut vraiment que ça plaise à l'élève qui va travailler entre 3 à 5 heures complémentaires par semaine. D'accord, ça c'est l'établissement. Et sinon, les familles, par exemple, peuvent aussi proposer tout simplement, de manière indépendante et autonome, de s'inscrire effectivement à ce programme. Absolument. C'est ce que l'on appelle nos élèves individuels. Et là, nous avons des élèves dans la France entière et dans le monde entier, puisqu'on a aussi des élèves des lycées français à l'étranger qui nous retrouvent. Et donc la force de ce programme, c'est que voilà, soit il y a un établissement partenaire, soit un élève aussi bien parisien qu'en banlieue, qu'au fin fond, enfin, qu'en Bretagne, qu'en Lozère, enfin partout dans toute la France, va pouvoir suivre ce C'est l'avantage du numérique. Voilà. Absolument. Voilà. On parle beaucoup de contraintes, mais en l'occurrence, là, il permet effectivement de pouvoir suivre ces programmes partout dans le monde. Oui. Formidable. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Je sais que c'est court, on a envie de discuter de beaucoup de choses. C'est court. Mais oui, c'est rapide. Mais c'est vrai que vous voulez ajouter juste une petite chose peut-être la graduation, c'est ça? Non, voilà, le 8 juillet, en fait, vendredi prochain, nous avons la graduation. Nos 800 élèves, nos 801 élèves, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vont recevoir leur cérémonie, leur diplôme de fin de scolarité, en fait. Voilà, la graduation, c'est ce qu'on appelle la graduation. Et voilà, les États-Unis... Leur double diplôme, leur double diplôme. Américain, les États-Unis nous retrouvent vendredi prochain pour cette grande cérémonie. Et on est très fiers. Cette année, nous avons déjà 500 élèves alumni. Et nous aurons donc, à la suite de cette cérémonie, plus de 1300 élèves qui seront alumni du Dual Diploma Academica. Félicitations, merci mille fois à toutes les deux d'avoir été là. Je rappelle Chantal Fierino-Martel que vous êtes présidente de Digi Academy et Elisabeth de Monlivaud, pareil, directrice générale de Digi Academy. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Loïc Landreau. Mickaël Dorian nous a rejoint bien sûr pour la chronique de Loïc Landreau. Cher Loïc. Bonsoir à tous. Ah, il nous a fait un bonsoir à tous façon Michel Drucker. Exactement. Bonsoir à tous, magnifique, formidable. Si tu nous écoutes. Je t'embrasse, Michel, moi je l'adore. Alors, cher Loïc, pour la dernière de la saison, vous allez nous proposer un résumé de tout ce qu'on a appris dans cette chronique depuis le lancement de la chaîne. Mazette, je vous ai dit Mazette. Mazette, oui. 1922, je crois, l'apparition de cette expression. Donc oui, effectivement, le best-of, parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui notent comme ça chaque semaine tout ce que je leur raconte, mais on gagne quand même des milliers. Que dis-je ? Le mec a une melonite, une melonite énorme. Ouais, il note tout. Mais je sais aussi que nous gagnons des milliers, voire des millions de spectateurs chaque jour. Et donc, vous voyez où je voulais en venir. Okay. Et donc, ces millions de téléspectateurs qui nous rejoignent ne savent pas ce que j'ai fait les dernières fois. Donc, je vous propose effectivement une petite cartographie de l'histoire de l'école à travers les âges. Et on commence donc aux environs de 5500 ans. Non pas avant Jésus-Christ, mais il y a 5500 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, selon vous ? Dites-moi, je ne sais pas. L'apparition de l'écriture. Mais oui, l'apparition de l'écriture, on est en l'an 3400, 3500 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Et là, le premier système d'écriture est inventé. Et avec lui donc, les premières formes d'enseignement vers les plus jeunes pour décrypter et reproduire ce qui est encore à l'époque néanmoins que des petits pictogrammes. Mais l'école est née. Il y a des leçons en groupe, les sachants qui transmettent leurs connaissances, et ça fait des émules dans tout le bassin méditerranéen, et notamment en Égypte, où là, les enfants de souverains, de scribes et de notables sont instruits sur l'écriture, la lecture, l'astronomie aussi, les cycles agricoles, et puis bien sûr la connaissance et la pratique de la foi. Et cette école se déploie où encore sous la houlette d'Aristote et de Platon ? En Grèce. En Grèce, exactement, où les garçons les plus riches, alors oui, ce ne sont que les garçons malheureusement encore, sont formés à devenir les futurs pontes de la cité. On leur apprend tous les fondamentaux comme les autres, mais aussi la musique, le chant, différents instruments et le sport et l'art oratoire. Et on se rappelle également qu'à cette époque, on l'avait dit dans une chronique, les enfants les plus robustes, les plus performants, mais aussi les plus agressifs en cours de sport, étaient un petit peu orientés pour devenir soldats ou alors pour encadrer des soldats. Voilà, et on avait dit d'ailleurs que tout au long de l'histoire,
Voilà, les cours de sport avaient principalement des visées militaires, même si elles étaient parfois un petit peu inavouées. On va à Rome. Qu'est-ce qui se passe de marquant à Rome, si vous aviez bien écouté cette chronique? On se révolte contre les châtiments corporels. Voilà, mais voilà, Bon élève ou quelqu'un pas qui écoute, voilà. Ben, j'espère que vous faites pareil à la maison. Oui, madame. Depuis que l'école est née, effectivement, les professeurs utilisent la manière forte pour cadrer les élèves, mais aussi pour leur faire apprendre leurs leçons. Donc c'est à base, je vous le rappelle, de fouet, férule, martinet, ceinture. On les affame aussi. On se dit que ça peut peut-être rentrer un petit peu mieux. Spoiler alerte, non, pas du tout. Et à Rome, donc, effectivement, au 1er siècle après Jésus-Christ, il y a des pédagogues et des philosophes qui commencent à prôner et à installer une manière plus douce. Mais ça va mettre des siècles et des siècles à comprendre qu'en fait, ça ne sert à rien de taper sur un enfant pour qu'il apprenne. Ça ne sert absolument à rien. Ça va s'arrêter. Ça commence à la fin du 19e, mais réellement, c'est au milieu du 20e qu'on arrête enfin d'humilier les enfants. On file au Moyen-Âge. Qu'est-ce qui se passe au Moyen-Âge? Qui a permis à l'école de se déployer partout? Alors, voilà, c'est ça. Pas inventer, mais se déployer. C'était ça la petite nuance. Donc, qui a déployé? C'est Charlemagne. Voilà, il n'a pas inventé l'école comme le chantait France Gall, mais il l'a développé, institutionnalisé dans tout l'Empire, qui au 8e siècle quand même partait de nos Pyrénées à nous. Ça allait jusqu'au nord-est de l'Allemagne, ça passait par la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie et un petit bout de la Croatie ainsi qu'une partie de l'Italie. Donc vous voyez qu'il a instauré l'école finalement dans toute l'Europe. Il a ouvert donc ces écoles gratuites tenues par l'Église pour tous les enfants. C'était ça aussi la Révolution, pour tous les enfants sans distinction. Il leur apprend à lire, à écrire, à chanter, à compter, notamment pour que les livres de psaumes, de musique, d'arithmétique et de grammaire soient parfaitement rédigés et donc parfaitement recopiés et diffusés auprès de toute la population. Mais Charlemagne, en fait, il a repris, c'est pas vraiment lui qui a eu l'idée, il a repris une idée de son cousin qui s'appelle Tassilon III de Bavière, et lui, quelques années avant, je crois que c'est 17 ans avant, il avait déjà demandé aux évêques d'ouvrir des écoles, mais c'est vraiment Charlemagne qui a déployé tout ça. Le temps passe, les écoles, les lycées, les universités se développent, et au XIIIe siècle, il y a un très grand diplôme qui est créé, je vous le donne en mille et mille. Vous savez? Oui. Le bac. Ben oui, il ne savait pas du tout, il vous a dit oui. Mais non, mais parce que Il vous a dit oui, je savais pas. Non, franchement, il a été mignon. C'est parce qu'il voulait pas voler la vedette. C'est pour ça. Ouais. On va dire ça. Mais oui, le bac qui est mis en place donc, dès le XIIIe siècle à l'université de Paris, qui deviendra la Sorbonne. C'est le premier grade qu'obtiennent les étudiants avant la licence et avant le doctorat. Le bac qui sera supprimé à la Révolution française parce qu'en fait, l'université de Paris est tenue par l'Église et à la Révolution française, on efface tout ce qui peut avoir un lien avec le clergé, mais le bac est rétabli par Napoléon en 1808. Et donc, vu qu'on est au 19e siècle, qu'est-ce que vous avez retenu de cette période-là? Eh bien que l'école s'est forgée à ce moment-là. Oui, voilà. Oui, c'est au 19e siècle, en fait, que tout ou presque s'est fait. Déjà, c'est l'époque où la dictée est un divertissement impérial. La grammaire, l'orthographe, on adore ça dans les petits salons. Napoléon III, Joséphine, comme ça, ils se font des petits tests de dictée. C'est assez incroyable. C'est l'époque où les filles ont enfin accès à l'éducation comme les garçons. C'est l'époque où la craie et le tableau se développent dans toute l'Europe. C'est l'époque aussi où les cantines se déploient et où on sert du vin aux enfants. Pensant que ça leur faisait du bien et que c'était vachement bien pour leur santé. Très peu, un petit verre. Alors c'était un petit verre, mais c'était quand même plusieurs fois par jour et il y avait à peu près que ça à boire. Donc les élèves arrivaient souvent un petit peu bourrés dès le matin. Bref, en tout cas, il ne faut plus donner d'alcool aux enfants, c'est pas bon. Et, on ne le fait plus, surtout. Déjà, on ne le fait plus, oui. heureusement. Oui. Et quand même, le 19e siècle, c'est les lois Jules Ferry, 1880, 1882, c'est l'école gratuite, obligatoire et laïque. Et puis vient donc le 20e siècle, les jeunes femmes sont enfin autorisées à passer le même bac que les hommes, parce qu'avant ça, elles pouvaient passer le bac, mais ce n'était pas le même que celui des garçons. Il y a une information sur la sexualité qui s'installe, même si elle est principalement morale et très culpabilisatrice. Les garçons et les filles... C'est pas bien de faire l'amour ? C'était pas bien de faire l'amour, et puis c'était surtout reproductif, Il fallait faire des enfants, voilà. Et donc, comme il y avait beaucoup de maladies, on disait, essayez de vous contenir un petit peu, plutôt que d'enseigner qu'on pouvait faire l'amour en se protégeant tout simplement par plein de manières différentes. Même si le préservatif était pas encore arrivé, il y avait quand même des moyens. Dans les années 20, les premiers enseignements techniques apparaissent. 1933, le secondaire devient gratuit, parce que oui, avant, aller au lycée, c'était payant. Mais pendant le régime de Vichy, le maréchal Pétain remet le secondaire payant.
Ça redeviendra gratuit après, évidemment. Et puis à partir de 1968, eh bien, le système scolaire tel qu'on le connaît commence à pointer le bout de son nez. Mais là, ça devient vraiment trop long à vous expliquer. Donc je vous propose d'aller voir tous les replays de cette chronique sur schooltv.com et de kiffer. Voilà, et d'être heureux et d'en parler autour de vous. Vous m'avez fait un condensé merveilleux de ces 6 mois d'antenne de School TV, absolument dingue. Un condensé, voilà. Ouais. Est-ce que j'ai un condensé des meilleures blagues aussi? Alors non, il y a une blague. Je vous fais un petit monsieur, madame. Monsieur et madame retrouvent à la rentrée ont un fils. Hans se retrouve à la rentrée. Mais vous la connaissiez. Elle était peut-être un peu facile. C'est pas possible. Je peux pas croire. Elle était peut-être un chouille facile. C'est-à-dire que... Non mais un chouille facile. Pardon. Hans se retrouve à la rentrée, les amis. Enfin, j'espère, je pense. Mais pas vous deux, je veux pas. On peut avoir d'autres chroniqueurs, s'il vous plaît. Pensez à moi, il y a un moment. Non, alors on ne se retrouve pas à la rentrée, alors. Non, mais évidemment que je les veux, ils sont merveilleux. Non seulement grâce à eux, on rit, mais surtout, on apprend plein de choses. Donc, mais évidemment, je vous veux, tous les deux. Super. Mika, Loïc, vous, si vous me voulez, moi. Oui, bien sûr. Évidemment. On fera avec. S'il n'y a que ça. S'il n'y a pas le choix, je prends un ski, hein. C'est comme ça. Ouais. Vous, non, ne dites rien. J'ai pas continué. C'est terrible. Alors, c'est la dernière semaine parce que je sais pas où ça va. Merci beaucoup, Loucha, Loïc Landreau. Tout de suite, c'est l'heure de découvrir l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Mickaël Jérémias. Bonjour Mickaël. Bonjour Malika. Alors, vous êtes un ancien joueur de tennis fauteuil, professionnel de 2001 à 2016. C'est ça. Vous avez été 4 fois médaillé paralympique en 2004, 2008 et 2012, dont une fois médaillé en double. C'est ça, en or, ouais. Bref, une carrière de sportif de haut niveau de haut vol. Aujourd'hui, vous faites partie de la commission des athlètes en charge de l'organisation des JO de Paris. Ouais. En quoi ça consiste concrètement ? On est à un peu plus d'une quinzaine d'athlètes olympiques, paralympiques, surtout des athlètes à la retraite pour la plupart. Et en fait, on accompagne le comité d'organisation dans tout ce qui concerne le parcours athlète. Donc tout ce que les athlètes vont vivre du début des Jeux jusqu'à la fin des Jeux. Et ça inclut aussi ce qui se passe dans le village, ce qui se passe dans les liaisons entre les différents sites. Donc voilà, on est en fait une commission de conseil et on accompagne le comité d'organisation. Et vous vous réunissez régulièrement on se réunit tous les quelques mois. Après, on est en contact avec le COJO, mais il s'avère que je travaille aussi avec le comité d'organisation comme consultant. Donc voilà, on travaille quasiment tous les jours sur le sujet Paris 2024. Vous êtes ambassadeur de l'INSEP ? Ouais, je travaille avec l'INSEP. On parle beaucoup de l'INSEP comme une usine à champions. C'est surtout un endroit extraordinaire pour s'épanouir en tant que sportif de haut niveau. Et puis ce que j'aime à l'INSEP, c'est cette notion de double projet. Et qu'il n'y a aucun athlète laissé sur le carreau, même si la pratique sportive ne se passe pas très bien, au moins le parcours universitaire et étudiant est prévu pour la reconversion et pour la suite. Ouais. Vous êtes également conférencier à la tête de votre association, comme les autres. Bref, une reconversion réussie et chargée. Ouais, moi j'ai pris ma retraite après les Jeux de Rio en 2016. J'étais porte-drapeau, donc j'étais super fier de ce moment-là. Et l'important, c'était de réussir aussi l'après. Et aujourd'hui, oui, en fait, moi je me décris comme un entrepreneur à impact positif. Je suis producteur maintenant, je suis dirigeant de différentes structures, que ce soit associatives, entrepreneuriales. Et l'idée, c'est que c'est un impact positif sur la société, peu importe la manière dont je travaille. Et je m'éclate bien et je suis assez occupé. Est-ce qu'il y a des projets que j'ai oubliés ? Le 28 août prochain, sort sur Canal+, mon premier documentaire en tant que producteur, le documentaire qui va s'appeler We Are People, où avec mon associé et réalisateur Philippe Fontana, on a raconté comment le sport a changé la vie des personnes handicapées dans le monde depuis 150 ans. Et ça, c'est un projet de longue date. Ça fait 4 ans qu'on s'était lancé dessus, la pandémie a arrêté le tournage et donc on a pu le terminer là tout récemment. Donc on a vraiment hâte de le faire découvrir au grand public. Donc ça, c'est fin août. Ouais. Maintenant, on arrête les projections dans le futur, on fait un petit flashback. Ouais. Est-ce que vous voulez bien alors revenir sur vos souvenirs d'enfance ? Avec plaisir. Quel type d'élève étiez-vous ? J'étais un élève agité, mais assez passionné. Quand j'étais tout petit, j'étais debout sur ma chaise. Alors pas sur cette chaise que j'utilise maintenant, mais j'étais vraiment debout sur ma chaise. J'étais un hyperactif et je levais la main tout le temps, enfin pas suffisamment selon mes Parce qu'on n'est pas obligé de se mettre debout sur la chaise pour participer. Là. Mais en fait, j'avais envie de courir partout, j'étais très dynamique. Alors j'étais pas un hyperactif pathologique, mais j'étais un gamin qui bouffait la vie. Vous alliez à l'école ici, à Paris, vous avez Ouais, j'étais à l'école dans le 12e à Paris. Ouais.
Et toute votre scolarité s'est faite? Ouais, moi j'ai été dans le 12e, toute ma scolarité. J'ai été à l'école élémentaire de Ménil, et puis au collège Courteline, et puis au lycée Paul Valéry où j'ai eu mon bac. Et vous étiez un bon élève? Non, j'étais pas un bon élève. J'étais un très bon élève jusqu'au CP. Au CP, j'étais tellement un bon élève que... On est sérieux là? On est très sérieux. Ça veut dire, à l'école maternelle, j'étais bon élève. J'étais brillant à tel point qu'au CP, ma prof qui allait récupérer tous ses élèves en CE1, donc moi compris. En fait, je ne sais pas si elle me détestait ou si elle m'admirait, mais elle a dit à mes parents, écoutez, il a un vrai talent, il faut qu'il saute une classe. Donc j'ai sauté le CE1. Et je me suis retrouvé en CE2. C'est assez rare de sauter le CE1, on saute plutôt le CE2. Et donc j'ai sauté le CE1 et je me suis retrouvé en CE2. Et en fait, j'ai compris plus tard. Alors vous étiez bon élève? J'étais un peu en avance à cet âge-là. C'est-à-dire qu'au CP, je lisais plus vite que les autres, plus rapidement, compter, tout ça. Sauf qu'en fait, la prof, vraiment, en avait marre de moi. Et elle se disait, je ne vais pas avoir les mêmes élèves 2 ans de suite, parce que c'est elle qui faisait les CP et les CE1. Donc j'ai plutôt interprété ça comme une façon de se débarrasser aussi. Non, je ne pense pas. Non? Je ne prendrais pas ce risque. Bon, je pense qu'elle n'est plus parmi nous, mais je me demande. Encore aujourd'hui, je me demande si ce n'était pas un mix des deux. Du coup, là, vous pouviez être que bon élève si vous sautez une classe. Non, mais j'étais bon élève à ce moment-là. Bon. On n'est plus à l'école maternelle, on est à l'école primaire. Primaire, mais on parle de quoi? On parle de 6-7 ans, donc voilà. Mais... à un moment où on apprend à lire quand même. Non, mais j'étais précoce, j'avais un grand frère, je pense qu'on s'est... Voilà, on y vient, il ne fait pas le dire. Voilà. Mais quand je suis arrivé en 6e, le proviseur a convoqué mes parents assez rapidement, il a dit votre fils est un peu immature, je crois que c'était après un conseil de classe. Bon, il redoublera très probablement sa seconde, en 6e. Et effectivement, j'ai redoublé ma seconde. Ah, c'était lui faisait l'avenir, quoi, en fait, lui, il médium. Il prédisait l'avenir et il a eu raison, ça vous a pas influencé surtout de savoir ça? Peut-être inconsciemment, non, mais en réalité, moi j'étais du mois d'octobre, j'étais dans des classes dès le CE2 avec des gens qui étaient plus âgés que moi. Et puis quand vous arrivez au collège et début de lycée, il y avait des gens qui avaient 2 ans et demi de plus que moi. Mais quand vous sautez cette classe, quand vous arrivez en CE2, ça se passe comment? Ça se passe super bien. Jusqu'en CM2, ça se passe très bien. Je m'éclate, même si je suis toujours le plus petit de la classe. C'est plutôt, moi, des années très heureuses, l'élémentaire. C'est après que ça a été plus compliqué. Mais jusqu'au CM2, je me suis éclaté. Vous avez gardé des contacts avec des amis de l'époque? J'ai été, alors c'est drôle, très récemment, mais ça c'est le fait d'être une personnalité semi-publique, c'est-à-dire qu'en fait des gens vous voient à la télé de temps en temps. Il y a des anciens camarades de classe qui envoient juste des petits messages sympas de « Ah tiens, je t'ai vu, je ne savais pas ce que tu devenais » et qui découvrent un peu... Ah, qu'on repris contact après. Voilà. Il n'y a pas des amitiés qui... Non, pas du primaire. Du primaire, non, j'ai plus de... Mais vous étiez populaire? J'étais, quand vous êtes le plus jeune de la classe et que vous avez une grande gueule, ce qui était mon cas, on vous oublie pas tout de suite. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Michael Jérémias pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika. À demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Et j'ai peur. Vous avez décrit un petit peu River, elle est Zarbi, je vous cite dans le livre. On reconnaît des troubles de comportement dans tout ce que vous décrivez, mais que vous ne nommez absolument jamais. On aurait pu dire c'est un livre sur l'autisme, c'est un livre sur la bipolarité. Ça. Vous faites le choix de poser des gestes, de poser des actes, une façon d'être au monde, sans stigmatiser. Toujours, parce que je n'ai pas le diagnostic, je ne sais pas ce qu'elle est, je sais juste qu'elle existe sans doute. Comme ces personnes qui ne sont pas tout à fait à l'aise là où elles sont et qui ne savent pas s'adapter, en fait. Et donc, je ne sais pas, je me dis, oui, sans doute qu'elle a un léger problème relationnel avec les gens. Et quand je vous dis, dans 10 ans, ça ira mieux, c'est parce que je croise parfois, quand je vais dans les écoles, des élèves comme ça, un peu différents. Et quand ils viennent me parler et que ça ne va pas, parfois je leur dis, mais en fait, je pense que c'est une question d'années, ça va aller vite dès que l'école est finie. Et dès qu'on a trouvé sa voie et dès qu'on peut parler comme on veut ou être dans un monde, trouver si possible un monde professionnel qui nous convient, on a le droit d'être soi, on est choisi pour ça en fait. Et on a le droit à l'étrangeté. Ouais. Charlotte Demenou, comment on fait passer ces messages justement sans pour autant culpabiliser les élèves? Et bien, comme le disait Sarah, les ateliers sont présentés d'une manière très ludique et on a des outils aussi pour ça. On a notre petite mascotte qui est là pour apprendre aux élèves, notre petite mascotte Wati, qui est là pour montrer aux enfants les éco-gestes à adopter. On leur donne des missions aussi aux élèves. On leur dit votre mission c'est d'être les gardiens de l'eau, les gardiens de la lumière. Donc effectivement c'est de présenter d'une manière la plus ludique possible. L'objectif, comme disait Sarah, c'est pas d'effrayer, mais c'est de dire vous avez
c'est d'être très positif en disant vous avez une mission super importante et si vous faites ça pour la planète, vous allez la protéger et ça, c'est quand même super. Pour ceux qui ne connaissent pas Sarah Poletti, à quoi justement ressemble cet outil pédagogique qui a déjà été largement effectivement décrit par Mathilde en plateau? Alors, ça se présente en fait sous la forme d'animation. Donc, il y en a 3 par classe et par an. Donc, comme l'a dit Mathilde, sur une durée d'1 heure, 1h30, ça va se déployer tout au long de l'année. Voilà, pour que les enfants voient Watty revenir régulièrement aussi et puis le temps de bien comprendre les messages. Donc autour de ces animations, donc ils sont assurés par des intervenants spécialisés. Ils vont s'articuler tout un tas d'activités et d'événements, donc des activités à la fois complémentaires que l'on propose aux enseignants et qui sont libres de mettre en place dans leur classe tout au long de l'année. Et puis des événements un peu plus nationaux tels que le fameux concours artistique qui chaque année a énormément de succès. Donc ça permet vraiment là aux enfants, aux enseignants et aux familles de s'impliquer sur cette thématique. Non, la question que je voulais vous poser à tous les deux, c'est vous formez aux développeurs du métaverse, qui est un très beau pari. Est-ce que vous, dans l'éducation, vous pensez que le métavers va être utile pour transmettre des connaissances, pour apprendre à l'avenir ? En fait, le métavers, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pour l'instant, on est très en avance de phase. Par contre, les technologies immersives, elles sont utilisées en éducation et en formation depuis des décennies. Je veux dire, depuis la simulation des pilotes de chasse, dans le monde de l'industrie, dans le nucléaire. Donc ça, les use cases, ils sont déjà présents. On a une super association professionnelle là-dessus qui s'appelle France Immersive Learning et qui fait un boulot absolument incroyable. Et donc ça, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Les use cases sont là. On sait que quand on met un casque, le cerveau ne fait pas la différence entre l'immersion et la réalité. Donc pour faire du geste professionnel, pour monter en compétences, sur des soft skills, la prise de parole, ça existe déjà. Après, est-ce qu'il y a des use cases d'éducation dans le métavers? Là, on est un peu en avance de phase. Moi, je ne vois pas des étudiants ou des élèves avoir un casque sur le nez pendant toute une journée et faire des cours dans le métavers. Et ce n'est pas de ça dont il s'agit. Vous rencontrez, vous l'avez dit, beaucoup de jeunes lectrices, de jeunes lecteurs. Qu'est-ce qui vous surprend le plus quand vous les rencontrez? Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui, le cas échéant, vous dérange? Moi, j'aime bien faire des rencontres comme ça dans les écoles. Après, il y a plutôt ce qui me touche. Ce qui me plaît, c'est ce qui me touche. Et je pense que ce qui me touche, c'est toujours la personne dans la classe qui va être la plus floue ou la plus... où je vais sentir tout de suite, ça se voit, les gens fendus en deux, on a envie de recoudre. Et parfois, on se dit, est-ce que ce petit rendez-vous leur a fait du bien? Et on voit bien que souvent... c'est quand je disais, il y en a qui viennent voir à la fin, il y en a qui osent pas. Mais j'aime bien me dire, tiens, en tout cas, aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui leur a fait du bien, qui leur a fait plaisir. Ça, je le ressens quand c'est un thème qui les touche, en effet. Donc, River, vous aimez bien rencontrer vos propres personnages, finalement, en chair et en os, c'est ça, vous dire ils existent? Oui, j'aime bien, parce que ça peut m'inspirer. C'est pas complètement désintéressé non plus. Je pense que voir des jeunes, quand on écrit sur la jeunesse, ça promet vous met dans une position d'enquêtrice. Un peu. Charlotte Demenou, en quoi la démarche Watty est intéressante pour les élèves, mais également pour les professeurs? Watty et l'école s'inscrit vraiment dans la démarche, le plan pédagogique de l'enseignant. Et l'enseignant est inclus dès le départ sur notamment le choix des thématiques qui seront abordées tout au long de l'année. L'idée, c'est vraiment de travailler main dans la main avec les enseignants. Donc, au-delà du choix de la thématique, comme le disait Sarah, il y a le site internet Watty qui permet après à l'enseignant de prolonger ce qui a été vu pendant les ateliers en classe grâce aux exercices qui sont disponibles sur le site, à des manipulations, des expériences. L'idée, c'est vraiment d'accompagner l'enseignant pour qu'il y ait une continuité vraiment pédagogique tout au long de l'année. Et Sarah parlait du concours artistique. L'enseignant peut prendre ce sujet vraiment à bras-le-corps et impliquer la classe entière pour essayer de créer un projet de classe et faire participer les élèves à ce concours artistique. Donc vraiment, l'idée, c'est de travailler main dans la main avec les enseignants et ça tout au long de l'année. Je rebondis sur votre expression, travailler main dans la main avec les enseignants. Sarah Poletti, ça leur demande tout de même un petit effort de l'investissement, Sarah? Alors, effectivement, l'investissement, il est dans le choix surtout des thématiques qu'ils souhaitent voir aborder, puisque c'est un programme qui est très riche, mais qui reste flexible. C'est vraiment l'objectif, s'adapter au mieux aux besoins des enseignants et répondre à leurs attentes. Donc, en général, les thématiques sont choisies avec les enseignants en fonction des projets de classe ou des projets d'école. Donc, vous coupez, Sarah, comme exemple de thématique, s'il vous plaît.
Tout simplement, vous avez des thématiques qui sont plutôt généralistes, donc plutôt la découverte des énergies fossiles et renouvelables, ou comprendre le changement climatique, ou encore des thématiques un peu plus spécifiques sur l'éclairage, la mobilité, ou encore le chauffage et la climatisation, par exemple. Ridouane Abagré avec Métavers Collège, ça ouvre à la rentrée. Vous avez déjà énormément de candidats et de candidates qui veulent justement pouvoir mieux comprendre les futurs métiers de ce métavers, comment est-ce qu'ils vont pouvoir eux aussi y participer. Quand vous entendez cette initiative prise par Meta France aux côtés de Simplon, vous vous dites qu'il va y avoir des concurrences sur le marché de la formation en métavers, ou au contraire, finalement, on a besoin de tout le monde à un moment pour pouvoir justement construire ce fameux métavers français, européen, en faire une réalité? Je pense qu'on va avoir des alliés. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le voir et que le soleil brille pour tout le monde. Et c'est vrai que lorsqu'on voit la taille du marché, comme Fred l'a dit, effectivement, on va avoir 3 milliards par trimestre de la part de Meta. Je pense que ces investissements vont monter. Je pense qu'il y a plus de boîtes qui vont aussi investir dessus. Donc ça veut dire que tous ces gens-là, il faut bien les former. Et pour les former, 2 écoles, ça ne suffira pas. Il en faudra beaucoup plus. Et je pense qu'au fur et à mesure, elles vont venir. Et dans ces métiers-là, on sait qu'il y a aussi beaucoup de reconversions. On sait qu'il y a beaucoup de choses nouvelles. Nous, on voit que l'enthousiasme des étudiants, parce qu'on a eu énormément de demandes, notamment en plus quand il y a eu le communiqué de Meta et Simplon, donc ça montre bien que dès qu'il y en a un qui va briller, ça va faire aussi briller l'autre. Donc c'est ça que je pense qu'il y a une co-construction qui va se faire naturellement sur le marché, qui va permettre de faire monter le marché et de former le plus d'étudiants possible pour qu'ils puissent après ou fournir Meta, effectivement, ou fournir d'autres entreprises. Après, aujourd'hui, on est encore quand même dans un flou parce que les entreprises, ils ont des besoins, mais ils ne savent pas lesquels. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'école, on doit avoir un rôle de consultant, mais on n'a pas, je ne dis pas qu'on n'a pas cette compétence-là, mais c'est quand même un travail qui demande beaucoup de choses et qu'on ne peut pas fournir. Donc je pense que la première pierre du métavers, ça va être l'éducation. Et là, ça se concrétise avec le marché qui nous répond à tout le monde. Merci pour ce zap, c'est la fin de ce grand JT. On se retrouve demain si je vais y arriver à le faire. Canal 247 sur les Freebox, schooltv.com pour nous retrouver. On est présent sur les réseaux sociaux aussi, Instagram et LinkedIn. Vous nous écrivez, on vous répond, surtout Loïc et surtout Mickaël. Moi, j'ai que ça à faire de toute façon le reste de la semaine. Donc écrivez, les amis. Je suis employé pour répondre aux courriers. Du mardi au lundi d'après. Je ne fais rien. Il n'est là que le lundi, donc bon, après, le reste. Mais peut-être que l'année prochaine, vous serez un peu plus présent. Qui sait? Qui sait? Voilà, exactement. Qui sait? Merci à toute l'équipe de School TV. On se retrouve demain. Ciao.